Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui ne nous concerne pas toutes encore, mais qui normalement arrivera à toutes les femmes, à savoir la préménopause, avec Céline Ovette de Céline Santé Naturelle, praticienne naturopathe, praticienne en réflexologie plantaire, consultante en nutrition et conseillère en aromathérapie. Dans cet épisode, elle nous explique la différence entre la périménopause et la préménopause, car non, ce n'est pas la même chose. On parle des signes caractéristiques à ne pas confondre avec des problèmes thyroïdiens, comment les hormones évoluent pendant cette période, vers quel âge ça arrive, les risques sur la santé, les os, le microbiote intestinal et vaginal, oui. Elle nous donne des conseils pour mieux s'y préparer et mieux vivre les effets secondaires, qui sont nombreux ma foi. Que faire quand on a une baisse de libido ou une sécheresse vaginale, une incontinence urinaire, des bouffées de chaleur, insomnie, bref, la totale. Et on passe pas mal de choses en revue, vous allez voir, cet épisode est très enrichissant. Et ce qui est rassurant, c'est qu'on se rend compte que quand on s'y prépare à l'avance, ça peut beaucoup mieux se passer. Ouf! Bonne écoute! Hello Céline! Coucou Léna. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour un épisode qui s'annonce très intéressant, qui ne me concerne pas encore, mais ça va vite arriver, à savoir la périménopause. C'est un sujet très vaste, mais on va essayer d'en parler au mieux pour ce premier épisode sur ce sujet. Alors, qu'est-ce que la périménopause ? Comment ça se caractérise ? Parce qu'on n'en parle pas forcément trop. On parle souvent d'ailleurs de préménopause, mais apparemment préménopause et périménopause sont deux choses différentes. Alors en fait, ouais, ça dépend un petit peu de l'angle. Il y a comment dire, une approche un peu plus anglo-saxonne, l'approche française, etc. Donc déjà, la ménopause, pour bien la caractériser, donc c'est la cessation, on va dire, de la production hormonale chez la femme. Donc c'est les ovaires qui vieillissent dans le cadre d'un processus naturel et qui vont cesser de fonctionner. Donc ça, l'âge approximatif, on va dire moyen, c'est à peu près 51 ans. Donc voilà. Et donc, à partir de ça, on va définir effectivement la période de préménopause et de périménopause. Donc la préménopause qui intervient donc effectivement aux alentours de l'âge de la ménopause. Et puis la périménopause, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc en gros, on confond souvent. Alors on associe les termes de périménopause, préménopause. Voilà, aux États-Unis, c'est à peu près la même chose. En France, pareil. Enfin, il n'y a pas vraiment on va dire, de consensus là-dessus, mais effectivement, les deux termes coexistent là-dessus. Parce que oui, la préménopause, c'est le moment entre les premières règles et la ménopause, c'est ça, globalement. En fait, ouais, c'est, on va dire, à partir du moment où ça commence on va dire, à cafouiller, et à partir du moment où on n'a plus effectivement le cycle, parce que en fait, la ménopause, comment dire, c'est pas quelque chose qui arrive en une nuit. C'est caractérisé par une absence de règles de 12 mois consécutifs. D'accord ? Donc, à partir du moment où une femme ne va plus avoir ses règles pendant 12 mois consécutifs, au bout de ces 12 mois, on va la considérer comme étant en ménopause. Et donc, la préménopause, ça va être cette période de recul. Et la périménopause, c'est tout ce qu'il y a un petit peu avant, 10 ans avant, on va dire. Et c'est là où, effectivement, il y a beaucoup de femmes qui ne se sentent pas concernées, mais qui le sont. À partir de 35-40 ans, on commence à être concerné par tous ces sujets parce qu'on va avoir la production hormonale qui va commencer à baisser. Alors, pour schématiser, je vais refaire ma petite balance avec mes œstrogènes et ma fameuse progestérone. Donc ça, c'est un cycle équilibré qui fonctionne bien. Il n'y a pas de souci, on n'a pas de problématique. 10% des femmes, quoi. Alors, non, c'est quand même un peu plus. Mais effectivement, il y a de plus en plus de problématiques pour un phénomène dont on pourra parler après et qui est assez intéressant. Mais en gros, voilà, un cycle qui se passe bien et qui est équilibré, on a le niveau des œstrogènes qui globalement est compensé par celui de la progestérone parce que ces hormones sont antagonistes, c'est-à-dire que les effets de l'une sont contrebalancés par les effets de l'autre. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Par exemple, les œstrogènes, ce sont des hormones prolifératifs, donc qui font pousser les seins au moment de la puberté, qui bâtissent la muqueuse utérine qui sera dégradée sous forme de règles au moment des menstruations. À l'inverse, la progestérone, elle est protectrice, par exemple, contre le cancer du sein. C'est elle qui va permettre de maintenir la muqueuse. Donc, en fait, elles ont vraiment des effets opposés l'une et l'autre. Et donc, pour qu'un cycle se passe bien, il faut absolument que les niveaux globaux soient équilibrés. On sait qu'au moment de la ménopause,
ben, c'est les ovaires qui arrêtent de travailler, donc il n'y a plus de production d'estrogène. Mais avant ça, au moment de la préménopause, périménopause, c'est d'abord le niveau de la progestérone qui va chuter avant celui des œstrogènes. Pourquoi? Parce que la progestérone, elle est principalement produite lors de l'ovulation. Ouais. L'ovulation, le phénomène, c'est quoi? Ben, c'est un ovule, un follicule qui mature au niveau des ovaires. Donc, il faut savoir qu'on vient à la naissance avec un stock d'ovules, enfin de follicules, pardon, qui vont se transformer effectivement en ovules ou en ovocytes, ça dépend, là on a aussi les deux termes. Et donc cette fameuse progestérone, elle est synthétisée au moment de l'ovulation quand le follicule se rompt, laisse échapper son ovule, qui lui va poursuivre sa course au niveau des trompes de Fallope pour être potentiellement donc fécondé. Et cette petite poche vide, ce follicule vide va se transformer en corps jaune et c'est lui qui va sécréter la progestérone. Et comme on vieillit, eh ben, notre stock de follicules, il s'amenuise. Et donc, on a des follicules de moins bonne qualité, on va en avoir de moins en moins, donc on va ovuler moins bien, donc on va sécréter moins de progestérone, elle va être de moins bonne qualité, et donc ça va venir déséquilibrer notre fameuse balance. Donc, on va avoir moins de progestérone, trop d'œstrogènes qui ne vont pas être contrebalancés, et c'est ça qui va donner naissance un petit peu à tous les symptômes qu'on va avoir au moment de la préménopause et aussi le SPM, ce genre de choses. D'accord. Donc en fait, la périménopause, moi j'avais lu que c'était vraiment entre les premières règles et le moment de la préménopause, mais c'est pas exactement ça, c'est plutôt quand ça commence à se dégrader du coup. En fait, pour être clair, c'est pas tout à fait clair, justement. C'est un peu le D'accord. problème. En fait, selon la littérature dans laquelle tu vas te pencher, souvent les deux termes sont confondus. Donc, D'accord. Bon, en bon, tout cas, voilà. on voit un petit peu bien. Et merci pour ces explications, c'est bien. D'ailleurs, je mettrai ça en vidéo parce que tu nous as fait des petits schémas des mains et c'est super. Et je pensais initialement que toutes les femmes, elles vivaient la périménopause, mais j'ai lu que pas nécessairement, parce que certaines, elles se font retirer les deux ovaires, par exemple, et du coup, bah, elles passent directement à la ménopause. C'est ça. En fait, alors ça peut être pour des raisons médicales. Voilà, pour des raisons médicales. Donc, les ovaires et l'utérus, parce que souvent c'est l'hystérectomie et on retire en même temps les ovaires ou pas. D'ailleurs, même quand on ne retire pas les ovaires, il faut savoir qu'à partir du moment où on retire l'utérus, on est obligé de couper certaines voies d'apport sanguin, etc. Et souvent, même quand on laisse les ovaires, il faut savoir que à peu près 2 ans après l'opération, les ovaires cessent de fonctionner parce qu'ils sont plus assez alimentés au niveau du sanguin, etc., pour bien fonctionner. Donc ça, c'est des ménopauses effectivement donc artificielles, on va dire, quand on est mis en ménopause avant, souvent pour des raisons médicales. Donc soit parce qu'il y a de l'endométriose, soit parce qu'il y a un cancer, par exemple, ce genre de choses. Et effectivement, dans ce cas-là, on est dans une ménopause donc précoce, on va dire, par la force des choses. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas forcément de symptômes après. D'accord, ouais, ça c'est intéressant. Voilà, c'est pas pour autant qu'on n'a pas de symptômes. Tout Et à quel fait. est l'âge moyen de la périménopause en France? Parce que tu as parlé de l'âge moyen de la ménopause, mais de la périménopause, c'est quel âge? Alors, c'est pareil, il n'y a pas de. C'est un processus. C'est-à-dire que, comment dire, en fait, les hormones commencent à chuter à partir de 40 ans, on va dire. Ça commence même à partir de 35, grosso modo. Bah dis pas Donc, ça, hein. J'ai pas encore de non, non, gamin et mais j'ai 33 ans, donc non, mais à partir de 40 ans, on va dire qu'on voilà, commence à sentir des changements c'est mieux. au niveau de son cycle. Ouais. Donc, on peut avoir des cycles qui se raccourcissent. On peut avoir des règles qui deviennent un petit peu plus abondantes. On peut avoir aussi des troubles de l'humeur, donc beaucoup d'anxiété, de la dépression, des insomnies. On peut avoir aussi tout ce qui va être lié du coup comme notre balance est déséquilibrée, trop d'œstrogène, pas assez de progestérone, donc ce qu'on appelle une dominance en œstrogène. Donc comme il y a trop d'œstrogène, je le rappelle, les œstrogènes, c'est des hormones prolifératives. Donc on va avoir les tensions dans les seins qui gonflent, les ballonnements, des règles hyper abondantes. Est-ce qu'on peut avoir de l'acné du coup? Aussi un petit peu. Oh là Mais là, alors ça, c'est pas c'est pareil possible. au niveau de la ménopause. Alors on appelle ça aussi la seconde puberté. Oh mon Dieu, non. J'en peux Parce plus. que quand on regarde le profil hormonal de la femme au moment de l'adolescence et de la ménopause, il y a des similitudes qui sont un petit peu communes. C'est des périodes de chamboulements hormonaux. Il y a certaines femmes au moment de la ménopause qui retrouvent de l'acné, mais je te rassure, c'est pas quelque chose de majoritaire. Bon bah tu sais, 33 ans j'en ai encore, donc bon, si c'est 20 ans de plus, maintenant ça y est, hein, je me suis fait l'idée. Je me suis fait à l'idée. Et non mais donc du coup c'est intéressant, et j'avais vu aussi qu'il fallait pas confondre avec l'insuffisance ovarienne prématurée, où les ovaires elles s'arrêtent de fonctionner pour le coup. Et je crois que ça arrive souvent après les chimios ou la radiothérapie.
Alors, ouais, c'est pas tout à fait ça, en fait, l'insuffisance ovarienne précoce. C'est en fait, je vais revenir sur mon histoire de stock de follicules. Donc, Mhm. quand on vient à la naissance, on est avec un stock de follicules et ce stock va s'amenuiser au fur et à mesure qu'on va vieillir et puis à partir du moment où les cycles vont se mettre en place. Donc, il faut savoir qu'au moment de chaque cycle, il y a à peu près 5 et 10 follicules qui se mettent en pousse. C'est un peu comme des petites graines hein, que tu plantes dans un jardin. Tu vas les planter en même temps, mais tu as beau les arroser, les exposer de la même façon, elles vont pas pousser au même rythme. Et du coup, tu vas avoir une ou deux graines qui va pousser plus vite que les autres. Ben, c'est un petit peu pareil au niveau de nos follicules. Et donc, il va y avoir un follicule dominant finalement qui va, on va dire, maturer plus que les autres. Donc, les autres vont être réabsorbés au niveau de l'ovaire. Et puis, ce follicule donc, va libérer son ovule ou son ovocyte. La petite poche vide va se transformer en corps jaune, sécréter la progestérone. En fait, chez les femmes qui ont une IOP, donc une insuffisance ovarienne précoce, on va avoir ce stock de follicules qui va s'épuiser beaucoup plus vite que chez une femme, on va dire, voilà, en bonne santé. Et donc, c'est ce qui va donner lieu, effectivement, au fait, bah, comme on a épuisé le stock, on a la réserve, en fait, ovarienne, et ça se dose par l'AMH, donc l'hormone anti-mullérienne. C'est un reflet de la réserve ovarienne chez la femme. Et en général, il y a des taux hein, en fonction des tranches d'âge. On sait que ça commence à diminuer fortement à partir de 40 ans. Ça commence même un petit peu à 35. Et effectivement, chez des femmes qui ont des IOP, les taux vont être complètement en deçà. Et à partir de là, effectivement, il va soit falloir essayer de ponctionner ce qui reste ou alors d'utiliser des traitements hormonaux pour booster et sinon faire appel après à des techniques de procréation, etc. Donc, ouais, c'est quelque chose qui affecte quand même pas mal de femmes finalement. Et c'est dû à quoi? Euh, Est-ce que les perturbateurs endocriniens, ils sont pour quelque chose, par exemple? Oui, sûrement. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît pas tout à fait les causes exactes. C'est un peu comme bah, l'endométriose, le SOPK. On estime qu'effectivement, il y a sans doute euh, un rôle majeur des perturbateurs endocriniens. Donc, soit lors d'une exposition, lors de la vie fœtale, donc dans le ventre de la maman, ou après. On ne sait pas exactement, mais en tout cas, oui, il y a sûrement un rôle. Et après, pour ces femmes, on va dire, qui sont concernées par l'IOP, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on ne peut pas augmenter le stock de follicules. Donc ça, c'est clair. Bien Aujourd'hui, on sûr. n'a pas de technique pour les augmenter. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est augmenter la qualité des ovulations. Et donc, il y a toujours, entre guillemets, de l'espoir. Et pour ça, on peut jouer bah, sur tout ce qui va améliorer la qualité des follicules et de l'ovulation. Donc, l'alimentation, la gestion du stress, l'activité physique modérée. Enfin, il y a tout un tas de choses. Attention aux perturbateurs endocriniens. Et il y a quand même des choses qu'on peut faire pour améliorer ça. Ouais, intéressant. Intéressant. Heureusement, c'est bien, ça donne espoir. Oui. J'imagine que ça n'arrive pas donc du jour au lendemain, comme tu l'as dit. Ça varie entre un an et des années, c'est ça, hein, pour la préménopause? Alors, en fait, on commence à ressentir des changements au niveau de son cycle, au niveau de l'humeur, etc., à partir de, comme je te disais tout à l'heure, à partir de 40 ans. Donc, on va avoir effectivement bah, notre progestérone qui va d'abord chuter avant le niveau de nos œstrogènes. Et puis, bah, quand on va commencer à approcher, alors c'est différent pour chaque femme hein, en fonction Bien de sûr. la génétique. Souvent, on peut regarder ce qui s'est passé chez la maman aussi. À quel âge la maman elle a été ménopausée. Des fois, ça nous donne un petit peu une idée. Voir aussi si elle a eu des symptômes voilà, hyper méchants ou pas. Ça aussi, des fois, ça nous donne une idée. Mais après, c'est aussi en fonction de l'hygiène de vie qu'on va avoir. C'est vrai que chez des femmes où on a une bonne hygiène de vie, où on arrive à la ménopause avec son poids de forme, où on est très active, où on fait attention à ce qu'on mange, et ben ça, c'est des ménopauses qui vont se passer plus facilement que d'autres qui vont arriver au moment de la ménopause, par exemple, avec déjà des déséquilibres hormonaux, ce genre de choses. Hmm. Donc, en fait, il n'y a pas, si tu veux, vraiment de règles en la matière. On sait que voilà, tout se joue entre 50 et 52 ans en général. Il y a des femmes pour qui les ménopauses vont être beaucoup plus tardives. C'est notamment les femmes qui sont atteintes par le SOPK. Donc, elles vont avoir des ménopauses plus tardives pour le coup. Ah. Mais grosso modo, oui, c'est quelque chose qui va se passer de façon assez graduelle. Donc, à partir, on va dire, de 45 ans, bon, ben, Tout en sachant que tu peux continuer à tomber enceinte. Faut pas oublier ça. Donc oui, c'est pas, on n'est pas encore free, hein. tout à fait. Ouais, ouais, Ouais. ça arrive aussi des cas. Ouais, il y a des cas comme ça, ouais, de femmes qui se sentent protégées par la baisse hormonale et en fait, pas du tout. Hop, 48 ans, pouf. Quels sont les signes caractéristiques et les symptômes qui nous indiquent que ça y est, c'est l'automne dans notre cycle de femme, sachant qu'ils sont autant physiques que psychologiques, il me semble.
Alors ouais, donc ça, encore une fois, on revient sur notre fameuse balance. Donc préménopause, donc pas assez de progestérone, trop d'œstrogène. Donc trop d'œstrogène, hormone proliférative, donc on va avoir des règles hyper abondantes, on peut avoir des fibromes utérins, des kystes. Ça, c'est des choses aussi qu'on va trouver beaucoup chez la femme au moment de la quarantaine. Encore une fois, parce que les œstrogènes n'étant pas contrebalancés par la progestérone, du coup, ça prolifère. On va avoir les tensions dans les seins, les douleurs au niveau des seins, les seins fibrokystiques. On peut avoir aussi donc le ventre, hein, des ballonnements, ce genre de choses. Les troubles de l'humeur, alors ça c'est aussi très caractéristique. Beaucoup d'énervement, beaucoup d'irritabilité. On va avoir aussi tout doucement une prise de poids aussi qui se met un petit peu en place. Alors, ça, c'est pareil pour les femmes qui nous écoutent. C'est pas non plus une fatalité, cette prise de poids. On sait qu'en général, on prend 2 à 5 kilos entre le moment de la préménopause et la ménopause. Alors, ça s'explique par plusieurs choses. Déjà, on a une baisse de ce qu'on appelle la GH, la grosse hormone, c'est l'hormone de croissance. Et en fait, l'hormone de croissance, en général, elle encourage la production de muscles au détriment du tissu gras. Et comme elle baisse, il se passe l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va plutôt encourager la fabrication de tissu gras au détriment du muscle. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de rester très active ou de le devenir si on ne l'est pas. Et c'est là où il faut prendre conscience de l'importance de l'activité physique pour justement essayer de maintenir son poids de forme, pour jouer sur le métabolisme, mais aussi parce qu'au moment de la ménopause, et là je parle bien de la cessation du travail des ovaires, donc il n'y a plus de production d'œstrogènes par les ovaires, il va rester une production résiduelle par d'autres organes, on en parlera peut-être. Mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura plus de production d'œstrogènes. Et les œstrogènes, on sait qu'ils ont un effet très protecteur sur la santé des os. C'est d'ailleurs pour ça que, après la ménopause, on fait des bilans pour vérifier l'ostéoporose, l'ostéopénie, ce genre de choses. Mais aussi, quelque chose que l'on sait moins et dont on commence à parler, heureusement de plus en plus, c'est que les œstrogènes ont un effet très protecteur sur le système cardiovasculaire. Et comme au moment de la ménopause, on ne bénéficie plus de ces effets bénéfiques pour la protection du système cardiovasculaire, eh bien les femmes, le niveau, on va dire, de problématiques cardiovasculaires des femmes va rattraper le niveau des hommes, alors que tout au cours de notre vie, on est plutôt protégé. Et le vrai problème de ça, c'est que quand il y a des urgences médicales, déjà les symptômes chez la femme au niveau des problématiques cardiovasculaires ne vont pas être identiques à ceux des hommes. Et du coup, les équipes d'urgence, souvent, ne vont pas penser, par exemple, à la crise cardiaque ou à tout un tas de problématiques chez la femme. On va y penser chez les hommes, mais pas chez la femme, alors qu'après la ménopause, c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser. Et d'ailleurs, il y avait eu un excellent documentaire qui était passé, je crois, alors je ne sais plus si c'était sur France 5 ou Arte. Et en plus, on a une professeure ici à Lille, au CHR, qui milite beaucoup pour ça. Et ça, c'est important pour les femmes, à partir du moment de la ménopause, de faire un bilan cardiovasculaire, de se mettre aussi en activité après avoir vu son médecin pour travailler ça, et puis vérifier la santé aussi osseuse. Mais en tout cas, c'est important de se mettre en activité pour gérer son poids. Ça va être aussi important de faire attention à son alimentation pour éviter effectivement aussi cette prise de poids. Et puis on peut avoir aussi des troubles de la libido, problématique de sécheresse vaginale, hein, ça c'est des choses qui reviennent beaucoup, les fameuses bouffées de chaleur bien évidemment, les problèmes circulatoires, la rétention d'eau, donc tout un tas de joyeusetés qui sont pas, on va dire, faciles à vivre, mais pour lesquelles il existe aussi plein de solutions, il faut le savoir. Heureusement, et on va les voir. Mais c'est vrai qu'en fait, certains symptômes, ils font penser au syndrome prémenstruel. C'est ça, on est dedans. Ouais. Parce qu'en fait, c'est là où on peut faire un parallèle et on peut peut-être en parler 5 minutes. C'est que, donc, symptômes de la préménopause, on en a parlé. Et en fait, il y a un autre phénomène que moi, j'observe dans mes consultations. C'est le phénomène de la dominance en œstrogène. Donc, ça revient au même, hein, c'est-à-dire qu'en gros, il y a trop d'œstrogène et pas assez de progestérone. Sauf que là, cette dominance en œstrogène, elle n'est pas liée au fait qu'il y ait une baisse de la progestérone chez la femme, par exemple, de 30-35 ans, mais au fait qu'il y ait trop d'œstrogène. Et du coup, forcément, si le niveau des œstrogènes était normatif et qui monte, on se retrouve là encore dans une balance déséquilibrée. Pas pour les mêmes raisons. Et pourquoi c'est important et pourquoi c'est aussi effrayant à la fois, c'est que cette dominance en œstrogène, normalement, elle apparaît beaucoup plus tard dans la vie de la femme. Et aujourd'hui, on voit qu'elle apparaît beaucoup plus tôt. C'est aussi le cas des pubertés précoces. Hein. Aujourd'hui, on voit des petites filles de 10 ans qui sont déjà réglées. Et ça, c'est clairement lié à notre mode de vie et aux fameux perturbateurs endocriniens, cette pollution invisible qui nous cerne de toutes parts. Ouais.
Tu avais fait une excellente émission d'ailleurs sur le sujet. Je m'en souviens, je l'avais écouté avec beaucoup d'attention. Et ça, c'est un vrai souci parce que les perturbateurs endocriniens, ils sont présents partout. Il y en a dans le maquillage, les cosmétiques, les produits ménagers, les tissus d'ameublement, les rideaux, les retardateurs de flamme, les produits électroniques, enfin partout, partout, Ouais. partout. On T'as beau les faire voit pas. attention, c'est jamais assez en fin de compte. Non, c'est un enfer. Et le problème de ça, c'est que la plupart des perturbateurs endocriniens vont avoir des effets œstrogènes-like, Mm. c'est-à-dire qu'ils vont mimer l'action de nos œstrogènes. Donc, du coup, ça va en rajouter dans la circulation. Ils peuvent aussi se fixer sur les récepteurs des hormones, ce qui fait que s'ils occupent le récepteur, eh bien, l'hormone naturelle ne peut pas venir s'y fixer pour exprimer et délivrer le message qu'elle a à délivrer. Et puis, ils interviennent aussi avec certaines protéines qui sont chargées de réguler les hormones. Et donc ça, c'est vraiment un vrai souci. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on a aussi cette épidémie de dominance en œstrogène et autant de femmes concernées par les SPM et puis tout un tas de symptômes rageants qui font vraiment, qui sont vraiment handicapants. Bien sûr. On a le stress. Là aussi, on n'a jamais vécu une période aussi stressante, en tout cas chez la femme. C'est un truc de fou. Et il faut savoir que le stress, il va agir dans le sens où, comment dire, le stress, il a la priorité sur tout dans l'organisme. D'accord? Parce que le but, c'est de vous sauver la vie, Bien de sûr. déclencher une réaction de fuite ou de combat parce que votre vie est menacée. Et au niveau hormonal, il faut savoir que le cortisol a le même précurseur que la progestérone, à Mm. savoir la prégnénolone. Et quand il y a effectivement une situation de stress, qu'elle soit réelle, supposée, comment dire, chimique, psychique, etc., eh bien, le cortisol va vouloir fabriquer plus de cortisol. Donc, il va venir voler ce fameux précurseur qu'est la prégnénolone pour fabriquer plus de cortisol. Et du coup, il n'y en aura plus assez pour la progestérone pour qu'elle soit bien synthétisée. Donc là encore, s'il n'y a pas assez de progestérone pour contrebalancer le niveau des œstrogènes, Et si en plus t'as trop d'ostrogène, c'est la cata, quoi. c'est ça. Non, non, mais c'est ça le souci. Et ça, c'est un phénomène qu'on observe maintenant dès l'âge de 30, 35 ans, alors qu'avant, ça s'observait de façon beaucoup plus tardive. Ouais. Et puis après, on a l'alimentation, enfin les trucs habituels, mais les pesticides, manger bio, attention aux produits ultra transformés, etc. Donc effectivement, c'est voilà, il y a un parallèle qui peut être fait effectivement entre les symptômes de la préménopause et ceux des SPM++, tout simplement parce qu'on est sur une balance qui est déséquilibrée, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais, hyper intéressant. J'adore nos podcasts. Mais l'idée, et ça c'est vraiment important d'insister là-dessus, c'est que plus on va arriver au moment de la préménopause, ménopause, en bonne santé et en bonne forme, en ayant réglé un petit peu tous ces déséquilibres, et mieux ça va se passer. Les symptômes qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est vrai que voilà, c'est hyper relou de se dire qu'on va devoir. Mais toutes les femmes déjà ne vont pas vivre tous les symptômes en même temps, pas de la même façon. Et il existe des solutions naturelles, il existe des solutions moins naturelles aussi. Ça, c'est à chacune de voir ce qu'elle veut mettre en place. Mais en tout cas, ce qui est important, voilà, c'est encore une fois l'hygiène de vie. Plus on arrive en bonne santé et en bonne forme à ces étapes, et mieux ça se passe. Oui, voilà, c'est ça, on s'occupe du terrain de base. Pour soutenir Horizon Podcast et vous permettre de continuer à l'écouter sans publicité, n'hésitez pas à réaliser un don libre sur tipeee.fr, T-I-P-E-E-E, donc 3 E, en y tapant Horizon Podcast ou en cliquant sur le lien de mon profil Instagram. Merci et gros poutou. Exact. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des effets sur le microbiote intestinal? Parce que j'imagine que sur le microbiote vaginal, oui, mais je sais pas si, tu vois, sur le microbiote intestinal, ça joue quelque chose ou pas. Alors là, on va d'abord parler du microbiote vaginal si tu veux bien, parce que c'est plus simple, et après on va remonter sur le microbiote intestinal pour le Vas-y. coup. C'est une bonne mécanique. Alors, il faut savoir qu'au niveau du microbiote vaginal, on a une population majoritaire qui s'appelle les lactobacilles. Et ces lactobacilles, ils sont, on va dire, quelque part nourris par les œstrogènes, dans le sens où les œstrogènes vont activer certaines glandes qui vont produire le carburant de ces fameux lactobacilles. Donc, au moment de la ménopause, quand nos ovaires cessent de produire des œstrogènes, eh bien, ces lactobacilles, ils sont plus assez nourris parce qu'effectivement, les œstrogènes venaient activer certaines glandes pour les nourrir. Mm. Donc, du coup, la population, elle va décroître, elle va tomber, et c'est à peu près une femme sur deux au moment de la ménopause qui perd quasiment sa flore vaginale. Donc, c'est aussi pour ça qu'au moment de la ménopause, on a beaucoup de problématiques de mycose,
de problématiques de sécheresse vaginale, etc., mais beaucoup de mycoses. Et donc, au moment de la ménopause, moi, je conseille vraiment aux femmes de prendre des probiotiques de manière régulière, de tourner, de varier les souches, et puis surtout d'avoir une alimentation qui soit riche en prébiotiques et en aliments probiotiques. Un peu de Pour, choucroute. voilà, c'est ça, le Et du kéfir, kéfir. etc. C'est ça. Pour essayer de bien nourrir la flore vaginale. Donc ça, c'est vraiment un truc majeur à avoir en tête. Après, au niveau du microbiote intestinal, alors là, la mécanique, elle est un petit peu plus compliquée. On va dire qu'au niveau du microbiote intestinal, on a découvert, ça date d'une dizaine d'années, une population spécifique qu'on appelle l'estrobolome. Et cet estrobolome, il a la capacité de réabsorber des métabolites œstrogéniques qui devraient normalement être évacués, donc soit via les urines par les reins, ou soit via les selles par l'intestin. Et le problème, quand cet estrobolome est trop présent, il va réabsorber ces métabolites qui ont été détoxifiés par le foie, qui sont potentiellement dangereux, et il va avoir la capacité de les réabsorber. Et ça, c'est un vrai souci. Parce que si en plus on a un foie qui est congestionné, qui n'est pas au top, etc., eh bien, on va venir encourager cette réabsorption qui peut être potentiellement toxique, voire dangereuse parce qu'elle alimente les cancers hormonodépendants, notamment le cancer du sein. Donc là aussi, on a une épidémie de cancer du sein chez les femmes jeunes, il faut le savoir. Et puis les cancers de l'utérus et des ovaires, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime encore beaucoup. Et c'est aussi pour ça que c'est important de travailler sur ce qu'on appelle les émonctoires, c'est-à-dire les organes qui sont chargés d'éliminer les toxines et les toxiques, les portes de sortie. Donc il y a la peau, il y a effectivement les intestins, les reins, les poumons. Et le foie, parce que voilà, un foie qui fonctionne mal, eh bien, va mal détoxifier, il va relarguer des choses potentiellement nocives. Voilà, nocives et qui vont être réabsorbées par l'intestin, par ce fameux estrobolome. D'où l'intérêt, effectivement, d'avoir une approche globale, holistique, et d'essayer de travailler sur tous les aspects. Parce que c'est hyper important d'avoir un foie qui fonctionne bien, un intestin qui fonctionne bien, un microbiote équilibré. Donc, je te l'ai fait court parce que c'est assez complexe à expliquer. Il y a un article d'ailleurs sur le sujet sur mon blog où j'avais mis des schémas pour bien expliquer le truc. Mais en gros, c'est comment on part de l'alimentation et pour expliquer comment on peut encourager quelque part ces fameux cancers hormonodépendants sans s'en rendre compte au final. Ouais, c'est ça, effectivement. Donc, c'est bien de s'en rendre compte, de se renseigner par rapport à ça pour prévenir, quoi. Mais il faudra que tu me donnes ton lien, que je le mette dans les notes. Tu vois, pourquoi pas, ce serait intéressant. Parce qu'en plus, ces images, ça nous aide toujours à bien voir, tu vois, à bien comprendre les choses. C'est ça. Parce que là, tu as vraiment un schéma qui est assez, qui est très concret et qui explique bien ces fameuses voies de métabolisation, les fameuses voies de réabsorption. Et ça, tu vois, même, je trouve, même en médecine, on en parle assez peu de ça, de ce fameux estrobolome. Bon, après, c'est assez récent, ça date de 10 ans, mais quand même, aujourd'hui, on sait que c'est quand même une voie qui alimente ces fameux cancers hormonodépendants. Et moi, je suis effarée de voir le nombre de femmes jeunes, donc quand je dis femmes jeunes, c'est entre 30 et 45 ans, qui ont des cancers du sein, quoi. Et c'est dû notamment à cette fameuse dominance en œstrogène. Entre la pilule, les perturbateurs endocriniens, etc., c'est compliqué. Tu m'étonnes qu'il y a plein de cas qui se développent. Il y en a de plus en plus des cas. Ouais. Et moi, je trouve que c'est dingue parce qu'on attend, encore une fois, que les gens soient malades pour agir. Et en prévention, en fait, on confond beaucoup prévention et dépistage. Et le problème, il est là. C'est que quand on dit il n'y a rien qui est fait en prévention, si on fait le dépistage du cancer du sein, mais le dépistage, c'est pas la prévention, ça n'a rien à voir. Ouais. Et c'est un vrai souci. Exactement, mais je suis complètement d'accord. Alors, donc prébiotiques, probiotiques, on va continuer dans cette lancée avec tes précieux conseils. Et on va aussi parler des moyens de se préparer à la préménopause ou de mieux la vivre en fonction des symptômes. Alors c'est un sujet un peu tabou, mais pourtant c'est vraiment important d'en parler. Est-ce qu'un grand nombre de femmes souffrent d'une baisse de libido? Et si oui, est-ce que ça revient? Parce qu'il semblerait qu'elles aient fréquemment des sécheresses vaginales et des douleurs pendant les rapports sexuels, donc c'est pas étonnant. Pourquoi ça arrive et comment on peut faire pour s'en sortir?
Alors, en fait, effectivement, la baisse de libido, la sécheresse vaginale, c'est quelque chose là aussi qu'on observe de manière assez majoritaire chez les femmes. Alors, beaucoup n'en parlent pas, mais voilà, c'est un phénomène qui est assez courant, qui peut commencer même au moment de la quarantaine. Ça peut commencer assez tôt. Alors, la sécheresse vaginale, elle s'explique par le fait que les œstrogènes ont un effet de lubrification au niveau de la peau, au niveau des muqueuses. Et comme effectivement le niveau des œstrogènes va commencer à chuter tout doucement, et bien du coup c'est moins lubrifié et donc on va ressentir ça. Et voilà. Et donc, du coup, forcément, comme c'est pas lubrifié, et bien, lors du rapport, ça crée des frictions, ça crée du coup de l'irritation. Et puis, bah, après, on a mal, c'est gonflé. Donc, forcément, bah, il y a l'arculon la prochaine fois. C'est un peu le problème. Donc, il y a ça. Et puis, sur l'aspect libido, il y a aussi le côté les neurotransmetteurs aussi, avec la sérotonine, la dopamine, la testostérone aussi, hein, qui peut chuter. Et par exemple, la dopamine, la testostérone, c'est aussi des choses qui c'est la motivation, l'entrain, la capacité d'agir, et puis un peu le côté, avec la testostérone, ben, la libido, hein, clairement. Donc, comme tout ça baisse de manière assez naturelle et mécanique, eh bien forcément, il y a moins de désir. Alors, pour ça, il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place. Alors, moi, il y a une plante que j'aime beaucoup, d'ailleurs, au moment de la ménopause, parce que c'est un peu un couteau suisse et elle peut servir à pas mal de choses. C'est une plante adaptogène qu'on appelle la maca. C'est une plante péruvienne. Alors, elle est beaucoup considérée comme un aphrodisiaque, mais pas que. C'est aussi une plante qui va nourrir la glande surrénale, donc ces petites glandes qui sont situées au-dessus des reins. Ce sont elles qui libèrent notamment les hormones du stress, mais ce sont également elles qui vont continuer de sécréter des œstrogènes après la ménopause. Il faut savoir que les œstrogènes sont principalement produits par les ovaires. Donc au moment de la ménopause, comme les ovaires se mettent en mode la belle au bois dormant, sommeil profond, ils ne sécrètent plus d'œstrogènes, mais il y a on va dire une production résiduelle par les glandes surrénales et par le tissu adipeux, donc le tissu gras. Et c'est notamment une théorie, mais qui explique que c'est peut-être pour ça que les femmes prennent un peu de poids au moment de la ménopause. Ce serait entre guillemets un peu dans l'évolution, de fabriquer du tissu gras pour que ce tissu gras continue de sécréter un petit peu d'œstrogène après la ménopause. Intéressant. Ouais, ça c'est des choses, un peu des théories évolutionnistes qu'on peut trouver. Et c'est aussi pour ça que c'est très important d'arriver au moment de la préménopause, ménopause, en n'étant pas en mode overstress, parce que si vos glandes surrénales elles dysfonctionnent à ce moment-là, eh bien elles vont pas pouvoir prendre le relais et bien sécréter ces petits œstrogènes résiduels dont on va avoir besoin après. Et donc, la maca, c'est une plante qui va nourrir la glande surrénale, notamment pour les personnes fatiguées. Elle va agir sur la libido. Elle agit sur vraiment beaucoup de facteurs, et notamment sur aussi la sécheresse vaginale et la libido. Donc, quand en plus tu es stressée, si tu n'as pas de problème de sécheresse vaginale, la maca, c'est bien pour toi aussi. Ouais, la maca, c'est une plante qu'on peut prendre à peu près à tout âge, hein, chez la femme adulte, par cure, par exemple, quand on se sent fatigué, quand on est un peu en mode brouillard cérébral, etc. Elle agit vraiment sur pas mal de choses. Moi, je t'avoue que j'en prends pratiquement tous les jours parce que j'adore ça et je la mets dans mes mélanges, dans mes smoothies, mes trucs. Et le goût est très bon en plus, hein, c'est de la maca en poudre. Enfin, il y a aussi la maca que tu peux avaler en gélule, mais en poudre, c'est très très bon. Je vous conseille. C'est ça. Après, il faut trouver un bon produit. Après, le vrai souci, ça va être la qualité de la plante qu'on va. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. Ensuite, on va avoir des gels ou des produits à application locale. Des lubrifiants? Alors, c'est pas tout à fait ça, justement. Parce que les lubrifiants, si tu te penches sur les compositions, tu te barres en courant. C'est bourré de saloperies et de perturbateurs endocriniens. Et comme les préservatifs, au final, on s'en rend pas compte, mais c'est aussi préservatifs, pas terrible. Ouais. Et en plus, c'est au contact d'une zone qui est quand même hyper vascularisée, hein, que ce soit le pénis ou le vagin. Voilà, donc introduire des perturbateurs endocriniens ici, c'est pas anodin. Alors, moi, il y a 2 produits que j'aime bien. Je sais pas si je peux les citer. Oui, vas-y. Mais je les conseille beaucoup à mes consultantes. D'ailleurs, je me demande même si je l'ai pas là. Attends. Ah bah tiens, tu vois. Placement de produit, désolée. Alors, c'est le gel intime de chez Millet. Alors, les filles de chez Millet qui ont créé la marque, je les adore parce que tous leurs produits, déjà, c'est des trucs que j'aurais adoré créer pour le coup, mais elles sont aussi, attentives que moi à ce qu'elles mettent dans leurs produits. Et donc ça, c'est pas un lubrifiant, ça, alors? Non, c'est un gel intime.
Donc, C'est un hydratant. C'est un peu ta crème de jour vulvaire, quoi. En gros, c'est ça. tu ne veux pas avoir des rides à la chatte? Tu sais le. Et Là, c'est là, quoi mais la marque? sincèrement, Tu peux nous redire? c'est Millet. Comment ça s'écrit? Millet, Miye. D'accord. Ouais, et tu regarderas, là en plus, enfin, c'est en off, mais elles ont lancé des nouveaux produits et moi j'ai eu l'occasion de les tester en avant-première, c'est génial. Et enfin, je les adore parce que je trouve que c'est ce qui manquait. Alors, l'idée de ce gel, c'est que c'est comme une crème de jour, on va dire. Le truc, c'est que plus t'en mets, moins t'as besoin d'en mettre. Ah, donc c'est bien. Ça hydrate, Ouais. ça a une texture qui est assez gélifiée, c'est pas coulant, tu vois, tu peux t'habiller, tu vas pas genre tremper ton sous-vêtement en dessous. Et franchement, c'est bien. Ça hydrate, ça stimule l'hydratation et ça renforce aussi l'hydratation. Il y a de l'acide Donc hyaluronique. en fait, même les femmes qui, par exemple, qui vont avoir un bébé ou même les femmes de 30 ans, elles peuvent en mettre. Ouais, exactement. Et moi, je trouve que voilà, il est vraiment chouette. Et tu vois, enfin voilà, je le cache pas. Moi, je l'utilise de temps en temps aussi parce que tu vois, des fois, quand tu portes des jeans un peu serrés ou enfin voilà, bon, des fois voilà, ou même à certains moments du cycle, hein, voilà, tu peux être un peu plus sèche. Et bah du coup, il est très très bien. C'est à mettre dans le vagin, hein. C'est à l'extérieur, non non Ah à non, non, l'extérieur. d'accord, donc c'est à l'extérieur, voilà, c'est pour ça que je te Ouais, pose la ouais, ouais, question. ouais, ouais, non, tu mets à l'extérieur. Quand c'est trop serré, Et ça peut hydrater, donc c'est pas mal, quoi. ouais, tout à fait. Ou même des fois, bah, l'été, pareil, avec les bains de mer, la piscine. Tu vois, il y a beaucoup de femmes aussi qui déclenchent des petites irritations. Donc, ça agit très bien. Ah bah j'irai voir ça. Ouais, il est top. Et il y a un autre produit aussi que j'aime beaucoup. La compo est 100% naturelle aussi. C'est Pitchiness. Et là, c'est un baume donc gras, un peu huileux, à base d'huile végétale, et qui est très, très bien aussi. Et ça, c'est des produits, voilà, il faut pas avoir honte de les appliquer, de les consommer, Au parce que contraire. ça fait, voilà, C'est important c'est fait. de prendre soin de soi, en fait, et d'ailleurs dans tous les niveaux. Et c'est vrai que on met ça de côté parce qu'on trouve, ah, Burk, etc. Mais en fait, non, au contraire, il faut se réapproprier cette zone, je pense. C'est hyper important. Ouais. Et puis il y a tellement de femmes concernées. Enfin, voilà, là, on en parle librement, mais je sais qu'il y a plein de femmes qui vont nous écouter, qui sont concernées et qui osent pas en parler ou qui osent pas sauter le pas d'acheter ce style de produit. Mais enfin voilà, dans votre entourage, je suis sûre que vous avez des copines, des amis, des collègues qui sont forcément concernés par ce problème-là, parce que vu que comment dire, la lubrification elle est liée aux œstrogènes, et ben forcément au moment du cycle, comme on sait que ça varie, on est toutes Bien sûr. concernées par ça. Et c'est clair, et moi je pense surtout, moi j'ai fait Roaccutane, et je peux dire que c'était sec hein, là-dedans, hein. Donc, et toutes les femmes qui prennent de ce genre de traitement, c'est sec, donc je pense que ça pourrait aider justement les femmes qui prennent ce traitement-là. Ouais, tout à fait. Tout à Intéressant. fait. Bah tu vois, je pense que je vais me l'acheter. Tip, 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 tip. Ouais, et franchement, la compo, moi je suis hyper chiante, hein, Ouais, que- ouais, et franchement, la compo, elle est top. ouais. Et elles sont très attentives à développer des produits respectueux de la femme, de sa santé, de l'environnement. Donc vraiment, c'est pas un coup de pub, mais je te les conseille vraiment. Eh ben super. Et j'ai lu aussi que la périménopause, elle affecte la capacité à avoir des orgasmes chez les femmes. Et je sais pas si tu connais la gynéco Barb Dupree. Non? Non. Bon, enfin, il y en a 40 millions, hein, mais donc c'est aux États-Unis et elle conseille d'utiliser des vibros et des sextoys. Et elle explique que c'est comme quand tu commences à moins voir, t'arrêtes pas de lire, tu mets des lunettes. Et ben c'est pareil avec les orgasmes, si tu as du mal à en avoir, tu continues le travail avec un vibro parce que ça va permettre de stimuler cette zone, d'apporter du sang, de contracter le plancher pelvien, d'éviter la sécheresse vaginale justement. Et c'est hyper important, il s'agit comme une thérapie. Tu vois, c'est Alors, intéressant, hein. ouais, alors je la connaissais pas pour le coup, mais par contre, alors le travail du plancher pelvien, ça c'est aussi un sujet hyper important chez les femmes, notamment à partir de 40 ans, pour plusieurs raisons. Euh, Déjà parce que bah, selon si on a eu plusieurs grossesses ou pas, selon la façon dont se sont déroulés les accouchements, on sait aussi que on peut avoir ce qu'on appelle une descente d'organes. Donc, c'est-à-dire, bah, c'est le plancher pelvien hein, qui ne joue plus son rôle, qui ne soutient plus correctement les organes, qui se distend. Alors, ça peut être encore une fois suite à des grossesses répétées, plusieurs grossesses. Ça peut être suite à l'usage de forceps, ce genre de choses. Trop de sport aussi, hein, quand on fait trop de jogging, hein, il faut savoir que voilà, du coup, ça fragilise le plancher pelvien. Et donc, effectivement, de faire un travail là-dessus. Alors, soit on peut le faire effectivement alors, avec des vibromasseurs ou des sondes. Il y a aussi des sondes hein, de travail qui fonctionnent très bien. Alors, on peut le faire chez le kiné, chez une sage-femme, mais aujourd'hui, il existe aussi des sondes connectées qu'on peut utiliser chez soi, le faire 2 à 3 fois par semaine. On a aussi les abdos hypopressifs qui sont très, très bien. Donc, ça aussi, si vous êtes une femme et que vous faites des crunchs,
arrêtez, arrêtez le massacre. D'ailleurs, c'est le titre d'un bouquin, mais il n'y a rien de pire parce que effectivement, vous exercez une énorme pression sur le plancher pelvien et quand vous remontez, il y a tous vos organes qui sont poussés vers le bas. Et quand on fait des abdos hypopressifs, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on remonte, on contracte le bas et on remonte tout. Ça permet de gainer, ça permet de travailler les abdos, mais de manière beaucoup plus saine. Et surtout, ça évitera cette fameuse descente d'organes. Là encore, qui peut être aussi soumise aux hormones. On sait qu'il y a des tissus qui sont sensibles aux influences hormonales et que comme il y a une chute d'hormones au moment de la ménopause, c'est souvent quelque chose qu'on va retrouver à ce moment-là aussi. Ouais. Mais effectivement, après le travail du plancher pelvien et du périnée, évidemment, pour l'orgasme, la libido, etc., ça peut être que bénéfique. Donc, en fait, on fait coup double pour le coup. Et les femmes en périménopause, elles peuvent aussi souffrir d'incontinence urinaire. Pourquoi ça? Est-ce que c'est dû au fait qu'il y ait moins d'hormones et moins de sang dans cette zone? Alors, ça peut être lié à ce qu'on a évoqué précédemment, Ouais. donc c'est-à-dire la descente d'organes, le plancher pelvien, pardon. Parce que ça fait une pression? Voilà, parce que ça chute en fait, comme tous les organes sont un petit peu attachés hein, les uns aux autres, donc la vessie, l'utérus, etc. Donc du coup, si on a un qui descend, il attire les autres vers le bas, et donc du coup, après le canal urinaire, il est plus à sa place, et du coup, on arrive moins à se retenir. D'où la rééducation périnéale, etc., qui est hyper importante à faire. Et puis après, on a un autre sujet, alors pareil, qui n'est pas encore très connu, on commence à en parler un petit peu plus, c'est le SGUM, le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Alors ça, c'est lié au fait qu'effectivement, donc il y a certains tissus qui avoisinent la vessie, l'utérus, là aussi, qui sont hormones responsives, on va dire, et que comme il n'y a plus, en tout cas, il y a une baisse d'hormones, et bien du coup, ces tissus sont moins alimentés et vont commencer un petit peu à moins bien répondre. Et donc, c'est comme une sensation de cystite un peu permanente. On a des brûlures à la miction, etc. On peut avoir des démangeaisons aussi, ce genre de choses. Et puis, au final, quand on fait un ECBU, et ben, il n'y a pas de germe, il n'y a rien du tout. Et du coup, il y a beaucoup de femmes comme ça qui sont un peu en errance médicale parce qu'on leur dit, ben non, votre CBU est clair, il n'y a pas de souci. Et voilà, et ça va être des cystites à répétition, des sensations de brûlure, un inconfort. Et c'est ce qu'on appelle le SGUM. Et là aussi, il faut se renseigner là-dessus. Et si vous avez ce genre de symptômes, il faut évoquer le sujet avec le gynécologue. Et la réponse à ça, pour le coup, voilà, c'est principalement la prise d'hormones qui vont justement redynamiser un petit peu les tissus et qui vont améliorer certains des symptômes. Mais c'est... Ouais, c'est... Ah, ça, c'est contraignant. Oh là là, quelle horreur. Ouais. Ouais. Et là aussi, on le voit des fois chez des femmes à partir de 40-45 ans aussi. Et sinon, pour celles qui ont des incontinences urinaires, on parle des exercices de Kegel, tu sais, ou de kiné d'ailleurs. Il y a ce genre de possibilités-là. Oui, tout à fait. Après, voilà, il y a plein de techniques finalement pour travailler son périnée. On peut le faire chez l'ostéo, chez le kiné, chez la sage-femme. On peut le faire à domicile. Le tout, c'est de le faire régulièrement. Et effectivement, quand on commence à travailler le plancher pelvien, donc c'est un muscle, et donc c'est comme si on travaillait les biceps, les fessiers ou les quadriceps, et plus on va pratiquer, et plus on va renforcer tout ça, et plus on aura d'effets positifs. Le tout, c'est vraiment de pouvoir le faire dans le temps. Donc c'est pour ça qu'au début, ça peut être bien de faire ça en étant accompagné par un professionnel formé à ça, donc un ostéo, un kiné, une sage-femme, et puis après de prendre le relais chez soi, parce que forcément, c'est ultra contraignant de se rendre à un rendez-vous 3-4 fois par semaine. Donc après, il y a des sondes qu'on a à la maison, et qui sont très ludiques parce qu'en fait on a un petit jeu vidéo sur son téléphone, il faut contracter pour faire monter le petit bonhomme, récupérer les points, enfin il y a plein de systèmes différents, plein de sondes différentes, mais c'est hyper important de le faire, surtout si vous êtes sportive et surtout si vous avez eu différentes grossesses, c'est important de le savoir. Mais d'ailleurs, au sujet de la grossesse, il y a une stat, alors je ne l'ai plus en tête, mais je crois que c'est à partir de 3 grossesses, on estime qu'on a une descente un petit peu des organes, en tout cas d'une faiblesse du plancher pelvien. Donc c'est d'autant plus important de travailler ça.